Alors, bonjour et bienvenue à cette dernière présentation dans le cadre de notre semaine Mieux vivre avec un cancer du sang. Nous vous présentons aujourd'hui médecine intégrative pour une vision globale de la santé. Dans cette présentation, Laura Hernandez, professeure de yoga et conseillère en bien-être holistique, abordera les bienfaits de la médecine intégrative sur la santé globale et comment différentes disciplines comme le yoga et la méditation peuvent aider à améliorer la qualité de vie. Également à votre disposition deux fiches d'information intitulées L'activité physique pendant et après le cancer. Ces fiches font la promotion d'un mode de vie actif, sécuritaire et adapté. Elles visent également à favoriser l'autonomie des personnes, en particulier si elles n'ont pas accès à un professionnel de la remise en forme spécialisée dans le cancer. Téléchargez ou commandez-les via notre site Internet. Peut-être connaissez-vous notre appli Santé. C'est une ressource gratuite qui est disponible en français et en anglais et qui peut vous aider à naviguer l'expérience du cancer. L'application vous aide à suivre les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et le journal d'hydratation. Cette application permet également d'offrir des rappels de médication et comporte un planificateur de repas nutritifs ainsi que de nombreuses recettes pour vous aider à bien vous alimenter. L'aidant peut également avoir accès à l'application. Elle peut être téléchargée gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière Laura Hernandez, professeure de yoga et conseillère holistique en bien-être. Madame Hernandez est fondatrice et propriétaire du studio Yoga et Mouvement. Elle enseigne et pratique le yoga depuis plus de 20 ans. Son approche holistique permet aux étudiants d'augmenter leur force et leur flexibilité, tant physique que mentale. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Madame Hernandez. Alors, la parole est à vous. Merci beaucoup, Vanna. Et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse. C'est un grand honneur d'être ici aujourd'hui. Merci à la Société de leucémie et lymphome du Canada pour cette belle invitation. C'est un honneur de clôturer cette série de conférences aujourd'hui et en même temps, avec ça, participer dans cette collaboration pour le bien-être global de la personne, surtout en oncologie. Alors, pendant la semaine, on a vu des partages vraiment riches en contenu et ça tombe tellement bien pour moi de faire cette emphase de l'importance de la collaboration dans l'accompagnement global et personnalisé de chaque individu. Pour ma part, de par ma spécialisation en yoga oncologique et l'enseignement de cette discipline avec une éthique de sécurité, je suis même à vous témoigner des bienfaits d'un accompagnement global et personnalisé aussi. Alors, je vous explique un peu comment ça va être les contextes. Je vais vous expliquer quelques définitions, un petit peu de théorie. J'ai beaucoup plus d'autres choses plus intéressantes que juste des définitions à vous partager. Mais je crois que c'est bien aussi juste pour nous mettre dans les contextes et pour bien être clair sur la terminologie et d'avoir ce terrain environnement plus fertile pour pouvoir comprendre le restant de la thématique. Alors, comment y voir clair? Grande question parce que vous voyez la photo de monsieur qui se gratte la tête avec un casse-tête qui n'a pas de début ni de fin. Alors, c'est important de donner un peu cette clarté et par où commencer. Alors, les définitions, si on veut parler de médecine intégrative, on a beaucoup de terminologie. La médecine alternative, on a la médecine intégrative, on a aussi la médecine complémentaire, on a la santé intégrative, les thérapies complémentaires. Alors, on commence par démêler tout ça. Il y a tellement de terminologies et de différentes définitions qu'il y a même des études qui ont été faites, comme celui-ci en 2014,
pour analyser les définitions des différents propos de la médecine et de la santé intégrative. Alors, comme vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe depuis longtemps et on se questionne, tout le monde, on veut se clarifier par rapport à toute la terminologie. Il y a des éléments communs dans les définitions de la santé intégrative. Et là, on commence à se mettre d'accord à dire que la globalité de la personne, il faut considérer les dimensions physiques, émotionnelles, mentales, sociales, spirituelles d'une personne. Aussi, les données provantes et des pratiques émergentes, c'est très important. Alors ça, c'est des éléments qui sont communs dans toutes les définitions qu'on peut trouver. L'orientation vers la santé optimale et le mieux-être. La combinaison des approches autant thérapeutiques, conventionnelles, celles offertes pour les réseaux de la santé, avec les approches complémentaires. On va parler de tout ce mot après. Très important, et comme je l'ai mentionné, la collaboration, c'est important. Et la collaboration interprofessionnelle, on commence à former un peu plus cette méthodologie, si vous voulez, cet discours de santé. Le respect de la culture et préférence de l'individu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas prendre par acquis. Alors, on a des terminologies qui se rassemblent et dans tout ça, on parle de santé intégrative et médecine intégrative. Alors, le terme santé intégrative, on peut dire que c'est un peu plus rassembleur. Avant, on échangeait les mots santé intégrative, médecine intégrative, c'était vraiment interchangeable. Mais il y a beaucoup de petites nuances. Et le terme santé intégrative, il propose plus des actions qui accompagnent l'individu. Par contre, médecine intégrative, il va avoir une petite nuance que ça suggère des approches vers le traitement de la maladie. Alors, on a choisi actuellement de se référer plus au terme santé intégrative parce que on sent que c'est plus rassembleur. Ça nous parle mieux. Alors, si on parle de santé intégrative, peut-être je viens juste de changer les titres de la conférence, mais on va continuer dans cet ordre pour mieux clarifier tout ça. La santé intégrative propose l'interdisciplinarité. On a parlé de les thérapies complémentaires. Alors, les thérapies complémentaires sont des pratiques qui s'ajoutent au traitement conventionnel. C'est quelque chose qu'on va ajouter en plus des traitements. Ça, c'est thérapie complémentaire. Si on va plus dans d'autres mots, les termes alternatifs, on va les trouver plusieurs fois. La médecine alternative, qui signifie remplacer une chose par une autre. Alors, quand on parle, disons, il y a beaucoup les discours de la naturopathie ou les plantes ou l'aromathérapie comme thérapie alternative à un cancer. Alors, c'est déjà là qu'on commence à confondre un peu toute la terminologie. On ne va pas arrêter les traitements et les remplacer par une autre chose. On ne va pas faire du yoga pour juste guérir le cancer. Alors, on ajoute des traitements complémentaires tout le long du parcours oncologique. Alors, c'est là qu'on commence à voir peut-être un petit peu plus clair. Si on vient dans ce grand univers qui est santé, après ça, on va un petit peu plus vers dans notre entonnoir, dans les thérapies complémentaires, et on peut les différencier de thérapies alternatives. Pour mieux clarifier aussi,
vous pouvez vous référer sur le site de la Société canadienne du cancer. Il y a toute une section qui parle des thérapies complémentaires. Et ça donne vraiment des détails et vous pouvez aller lire tranquillement comment différencier toute cette terminologie et comment même pouvoir choisir par où y aller. Alors, je vous donne la référence ici. Si on parle un peu plus au niveau mondial, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas non plus fermer les yeux dans tout ce qui se passe au niveau mondial. Alors, au niveau mondial, oui, la santé intégrative s'est inscrite au cœur des axes retenus dans les stratégies de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, ça c'est grand, parce qu'on ne sait pas quelque chose de connu ici dans un pays, oui, dans un autre pays, non. On retrouve dans ceci le développement des compétences professionnelles de la santé, par l'offre de formation universitaire, aussi par l'encadrement légal de certaines pratiques, telles que la naturopathie, telles que l'ostéopathie. Alors, on voit qu'il y a un intérêt vraiment autant de clarifier, autant de rendre tout ça plus légal et plus accessible, que c'est ça qu'on veut, avoir dans le fond de l'entonnoir, vraiment que ça se rende accessible à tout le monde. Et si on voit un peu plus ici, c'est quoi qui se passe au niveau Canada? Est-ce que les approches complémentaires au Québec, Canada, c'est un phénomène répandu, c'est quelque chose de marginal? Alors, c'est pour ça qu'on a des études, qu'il y a la recherche, il y a un document de 2017 qui nous dit que 79% de la population canadienne dit savoir utiliser des approches complémentaires. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça, c'était 2017. Si on va un peu plus au niveau de chaque province, on voit la Colombie-Britannique, c'est 89%, l'Alberta, 84%, Ontario, 81% et Québec, 69%. Alors, ça nous place quelque part pour dire c'est quelque chose qui existe et les publics, les personnes, les patients, les individus sont intéressés. Ce n'est pas quelque chose de marginal. À notre étude, par la compagnie, le groupe Léger Marketing nous dit que 71 des Québécoises sont favorables à l'introduction des approches complémentaires comme possibilité thérapeutique au Québec. Si on regarde tout ça, encore une fois, on voit qu'il y a beaucoup de positifs dans tout ça. C'est quelque chose qui existe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment pas considérer autant au niveau de notre province, autant au niveau du pays, le Canada, autant au niveau mondial. Quand on est dans un parcours surtout oncologique et qu'on a une présentation ou une option de prendre des traitements complémentaires, on veut voir où est-ce qu'on se place aussi par tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui ça n'existe pas et j'entends juste parler parce que je l'ai lu dans une revue? Peut-être pas. C'est vraiment quelque chose de plus sécuritaire, un contexte plus répandu et plus solide. Alors, si on parle de l'approche intégrative en oncologie, déjà on sait que la santé intégrative, il y a certaines définitions, il y a des choses en commun, le respect de l'individu, il y a l'interdisciplinarité des professions, des thérapeutes, mais si on ramène tout ça à l'approche intégrative en oncologie, comment est-ce qu'on approche ça? Alors, une autre définition, et ça c'est dans le Centre de cancérologie en Belgique, qui nous dit l'approche intégrative devrait
idéalement, être coordonné collégialement par l'oncologue et l'équipe de soins de support. Mais quand ce n'est pas possible, le patient a tout intérêt à s'orienter en dehors de la structure hospitalière vers des réseaux associatifs spécialisés pour bénéficier d'une offre variée en soins de support qui va contribuer à rendre plus fort contre les cancers pendant et après la maladie. Alors, des mots-clés, vraiment, idéalement, oui, mais ce n'est pas la situation idéale. C'est de tout intérêt du patient de s'orienter en dehors de la structure, mais vers les réseaux spécialisés, et je vais ajouter les mots fidèles et fiables. Alors, on a les fondations, la société, des organisations. Il y a beaucoup de réseaux qui vont aussi contribuer à rendre cette information beaucoup plus facile de trouver, de vulgariser la terminologie et de diriger les patients ou la personne vers des réseaux plus spécialisés, des groupes qui peuvent mieux aider dans les jours à jour. Alors, pour les définitions, on va finir ici, on va arrêter un instant. Et quand je vous parle de santé intégrative, on parle de santé intégrative parce qu'on veut prendre l'individu comme une globalité. Et on va venir plus tard, je vais vous expliquer pourquoi il y a certains niveaux dans cette globalité de l'individu. Alors, comme individu, vous êtes ici aujourd'hui dans une présentation avec beaucoup d'informations au niveau mental. Ça nous prend de comprendre, de lire, d'écouter, d'explorer. Mais pour que tout ça passe et qu'on puisse mieux digérer les informations pour notre bien-être, pour les rendre vraiment quelque chose qu'on peut prendre comme un outil, il faut que ça passe par les corps. Il faut que ça passe par les corps parce qu'il faut être clair, détendu. Il faut respirer pendant qu'on regarde l'écran. Alors, je vous propose, je suis professeure en yoga et mouvement. Alors, je ne peux pas vous proposer, je suggérerais de bouger un peu. Surtout, c'est 3h30 de l'après-midi. Peut-être vous savez déjà, toute une journée de travail sur les corps, la fatigue, peu importe. Alors, on va commencer juste par placer nos mains ensemble, croiser nos doigts et faire des petits mouvements. Des petits mouvements avec les doigts, au niveau des poignets aussi. Et on va faire des cercles avec nos poignets. Et même si ça vous convient, commencez à faire des cercles avec vos épaules, des petits mouvements ou des grands mouvements, mais simplement d'inviter le corps à être de plus en plus présent des mouvements des épaules dans l'autre côté. Si pendant que vous faites les mouvements, ça vous tente de vous placer debout, mettez-vous vraiment debout, commencez à bouger. Alors, on va ouvrir un peu nos mains. Si ça vous convient, bougez les doigts. Même si ça vous convient, levez vos mains un peu plus, étirez-vous comme si vous venez de vous réveiller d'une grande sieste. Et on revient. Peut-être ça vous convient de tourner d'un côté, regarder vers un mur, regarder vers les côtés. On revient au centre, on va tourner côté contraire pour reposer les yeux un peu de l'écran. On revient au centre, on va ouvrir nos bras, on va fermer, donner un petit peu de repos pour la nuque, les coudes en regardant vers en bas, vers vos jambes. On va ouvrir, on va fermer encore, on va ouvrir. Et on va faire un tout micro petit exercice de visualisation. Je vous invite à placer une main. Imaginez dans cette main ici une roche peut-être grise ou brune, pesante, lourde. Alors, si je dois lever ma main, visualisez la roche le mieux que vous pouvez. Je lève la main, ça me prend un grand effort parce que c'est une roche très pesante, très lourde.
Tout mon corps s'organise pour que je puisse lever cette roche. Et ensuite, laissez aller, secouez votre main. Prenez votre main contraire et imaginez ou visualisez sur votre main une petite plume, la plume d'un oiseau, un petit perroquet. La plume est tellement légère, elle ne pèse pas. Si je bouge ma main trop vite, la plume va partir au vent. Alors, je descends et je monte la main d'une façon très légère, très délicate. Et ensuite, laissez tout ça aller, secouez votre main. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? Ça nous amène en focus. Ça nous sort un peu d'un discours mental pour nous rendre plus dans un discours, dans une expérience plus corporelle. Alors, c'est un tout petit exercice. Alors, on va continuer. Avant de continuer, on va prendre une respiration en communauté. On inspire par le nez. On expire par la bouche. Même fermer les yeux. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Une dernière fois, on inspire. Et on expire complètement. Super. On revient à notre écran. On revient dans la présentation. Et en parlant de thérapies complémentaires, je vais vous mentionner quelques thérapies complémentaires qu'on utilise plus souvent en oncologie. L'ostéopathie, la réflexologie, que c'est des petits points au niveau de nos pieds, de nos mains. Les pieds et les mains, c'est une cartographie complète du corps. Alors, un réflexologue va aller chercher différents points pour rejoindre certains organes et certaines parties du corps. Et tout se trouve dans nos mains et au niveau de nos pieds. L'acupuncture, des toutes petites micro-aiguilles que l'acupuncteur ou l'acupunctrice va mettre sur certaines parties du corps pour aller rejoindre aussi d'autres parties du corps. L'acupuncture, c'est très utilisé en parcours oncologique pour réduire les effets secondaires. Alors, dans mon entourage, j'ai autant d'ostéopathes, de réflexologues, d'acupuncteurs et d'autres thérapeutes qui travaillent en collaboration avec moi pour pouvoir donner un bien-être plus global à la personne. L'art-thérapie, ça nous donne la couleur, la créativité. On n'est plus dans les mentales, je vous ai pensé, on va créer quelque chose, on va verser quelque chose dans la couleur, dans les formes. On a la musicothérapie. La musicothérapie, c'est le rythme, c'est les vibrations de la musique, des différents instruments, même parfois la voix. Alors, c'est des thérapies parce que ça va nous sortir complètement de notre discours juste mental et nous ramener en état corporel à notre expérience. Et bien sûr, on a le yoga. Alors, le yoga, ça va englober ou envelopper plusieurs concepts. Un autre outil et une autre thérapie, c'est l'écriture. Et ici, sur le site Internet de la Société de leucémie et lymphome du Canada, vous allez trouver ce bel outil que c'est un petit journal d'autoréflexion. Alors, un journal d'autoréflexion, ça nous donne l'opportunité de verser par écrit, dans nos mots, tout ce qu'on garde. Parfois, il n'y a pas une façon de parler à quelqu'un ou d'exprimer tout ça, ce qu'on ressent d'une façon. Alors, si on écrit, ce journal, ça vous donne des petits indices de phrases positives et il propose des questions comme en ce moment, je ressens ou je résiste à quelque chose. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de parler de quelque chose. Parce que, alors, ça vous amène à vraiment chercher tout ce que vous voulez dire et l'exprimer par vos propres mots. Et c'est pour vous.
Alors, je trouve que c'est un outil vraiment fantastique. Les liens en bas, vous allez la voir sur le site cancerdusein.ca. Alors, je rentre un peu plus dans notre sujet de yoga oncologique et je vais vous parler un peu de mon expérience. Pourquoi le yoga oncologique? Pourquoi cette définition? Alors, j'ai commencé un parcours en yoga. J'ai étudié pendant plusieurs années et après plus de 1000 heures en formation d'anatomie, de méditation, d'histoire du yoga, de philosophie, de pédagogie, de l'enseignement, pendant que j'enseignais déjà cette belle discipline que j'adore, j'ai rencontré plusieurs étudiants et étudiantes aux prises avec un diagnostic de cancer. Donc, tout ça, ça m'a mené à une réflexion. Et en 2015, j'ai commencé une première spécialisation en yoga oncologique. Alors, je voulais savoir si j'ai quelqu'un devant moi, comment est-ce que je peux agir? Ce n'est pas juste de relaxer la personne ou de rien faire et de parler avec des belles mots pour essayer de calmer le mental ou de l'apaiser. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, j'étais curieuse et cette curiosité m'a amenée à chercher, à investiguer, à étudier, à aller plus vers les côtés scientifiques aussi. Donc, depuis les premières notions de cette première formation en 2015 avec Yoga for Cancer, c'est une organisation aux États-Unis, j'ai découvert déjà toute la complexité de l'oncologie. Alors, j'avais déjà une meilleure idée de tout ce qui est les traitements, la terminologie, la gestion émotionnelle, la gestion organisationnelle, la gestion des effets secondaires à cause des traitements. Mais il y a une chose que pendant cette compréhension plus scientifique, je ne perdais jamais de vue les liens de l'individu et ses 5 niveaux. On va aller voir cette approche des 5 niveaux. Alors, on parle d'un individu, l'être humain, et ça, c'est un dessin qu'on voit beaucoup dans le monde du yoga. Mais si vous voyez à droite cette personne qui est assise avec les mains et jambes croisées en méditation, cette grande corps rose est composé par d'autres corps. Alors, on a un petit corps mauve, bleu, vert, jaune, rose. Alors, tous ces corps arrivent à créer l'être humain. On a un corps physique, que c'est notre contenant, mais en dedans de ce corps physique, on a un corps d'énergie vitale. On a un corps mental, tantôt, je vous ai dit, quand on veut vraiment absorber au niveau mental, il faut que le restant du corps participe. Les corps intuitifs, c'est un autre corps. Les corps émotionnels, tout ce qu'on ressent, c'est un autre corps. Donc, déjà, ça c'est un enseignement en yoga qui date des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'années. Alors, on parlait déjà dans toutes les écritures qu'on a trouvées dans cet enseignement du yoga, on parlait de différents niveaux pour pouvoir comprendre l'individu. Si on traduit ça un peu plus dans nos jours, les recherches aujourd'hui nous disent qu'il y a un soi. Et dans le soi, il y a un côté physique, un côté d'énergie, un côté d'émotion, un côté de pensée. Alors, c'est le même discours, mais un peu plus dans différents mots. Et tous ces petits cadres sont reliés l'un avec l'autre. Alors, la pensée va créer l'émotion, ou est-ce que les émotions vont créer une pensée? Mais le physique va le ressentir. Et du physique, c'est dans moi, parce que c'est moi qui le ressens. Il y a une certaine énergie
Il y a une certaine énergie plus positive, plus négative, plus, est-ce que je me ressens plus comme pétillante ou plus calme? Alors, tout ça, ça m'amène à voir aussi que dans toi, toi qui es là devant l'écran et moi, il y a un côté physique, un côté spirituel, un côté intellectuel, un côté social, un côté affectif. Alors, dans la forme qu'on le voit, on rendre tout ça, avoir différents niveaux dans un corps humain, dans un être, dans un individu. J'aime beaucoup cette citation de Deepak Chopra. Deepak Chopra, un grand visionnaire, méditation, neurologie, il est vraiment un grand penseur de nos jours qui dit le corps n'est pas une chose, mais un processus. Et je trouve ça extraordinaire parce que quand on commence à considérer la personne qui est devant moi, qui a un cancer, qui suit des traitements, mais ça, c'est une partie de son parcours. Mais aussi, il y a la personne qui est devant moi, qui a des émotions, qui a une énergie, qui a des pensées, qui a un côté spirituel. Mais tout ça, c'est une histoire et c'est un processus. Alors, l'individu, on n'est pas une chose, on est un grand, grand processus en évolution. Si je vous parle de yoga oncologique, et comme vous voyez, je commence à être vraiment passionnée parce que j'adore les côtés science. Ça nous explique beaucoup de choses, mais il y a un autre côté qui c'est vraiment par la pratique. Alors, le yoga oncologie, pour moi, j'ai découvert que ça répond tellement aux besoins de l'individu, autre que le traitement médical, qui sont là pour guérir, pour nous aider. Alors, dans un cours de yoga oncologique, un cours peut comprendre des mouvements adaptés pour l'individu qui est devant moi, des séquences qui contribuent au mouvement lymphatique, des séquences qui aident la mobilité du tissu cicatriciel, et la mobilité de toutes mes articulations, des séquences qui aident à la diminution des effets secondaires des traitements en oncologie, des séquences qui aident à maintenir la force et la densité osseuse, que c'est très important. Il y a aussi des postures récupératrices, diverses formes de méditation. L'emphase dans un cours de yoga oncologique n'est pas mise sur la respiration profonde. Disons, dans un cours de yoga, j'ai plusieurs fois, pendant toutes mes vingtaines d'années de participation des cours de yoga, on entend dire, la personne arrive dans un cours de yoga avec son tapis de yoga et la première chose qu'il nous dit, c'est inspire profondément, inspire plus profondément, expire, inspire de nouveau, cherche la plus grande respiration que tu peux avoir. Sauf que dans un cours de yoga oncologique, la personne qui a des traitements, c'est très, très souvent que la respiration va être courte. La capacité d'inspirer dans une grande respiration ne va pas être présente, mais ça peut s'améliorer. Sauf qu'on ne va pas demander de mettre toute l'emphase de l'individu dans la respiration si je ne peux pas bien respirer. Il faut comprendre ça comme professeur pour savoir comment on guide. Aussi, il y a un vocabulaire anatomique parce que la personne qui est devant moi connaît très bien ou plus ou moins la terminologie des traitements, si j'ai un porte-à-quatre, si j'ai des traitements, si j'ai plein de terminologies. Et il faut que je comprenne de quoi elle me parle, de quoi elle me parle. Dans un cours de yoga oncologique, le partage est encouragé. Ce n'est pas le cours de yoga dans lequel vous terminez votre cours de yoga, vous roulez votre tapis, bye, ciao. Alors, dans le yoga oncologique, il y a un espace créé pour le partage.
et l'espace d'écoute est aussi disponible. Alors, le yoga oncologique, on va beaucoup dans la collaboration. Et avant de rentrer dans cette autre diapo, la collaboration parce que si la personne arrive dans la salle avec moi pour bouger, pour que je puisse aider un peu à détendre, à travailler sa force musculaire, mais cette personne a besoin de beaucoup plus d'accompagnement dans son partage, je vais écouter. Mais comme professeur de yoga, je ne suis pas ni psychologue, ni travailleuse sociale. Il y a une limite dans ce que je fais et je vais vraiment respecter cette limite. Mais j'ai des collaborations, alors je connais des collègues avec qui je peux aller référer cette personne pour avoir un suivi. Je ne vais pas laisser les choses juste, mais OK, bye. Alors, c'est ça qui est la collaboration, de vraiment s'intéresser à la personne qui est devant moi. Alors, dans un cours de yoga oncologique, la méditation, c'est très, très important. Avant, on parlait de toute la recherche de méditation comme une pseudo-science, parce qu'on avait des informations qu'on savait qui existaient, mais ce n'est pas confirmé, ce n'est pas tout à fait 100% sûr. En ce moment, je peux vous dire que la science va vraiment supporter et va démontrer qu'il y a des choses qui se passent au niveau biologique dans notre corps à travers la méditation, à travers le mouvement. Une brève intervention de méditation guidée offre des avantages positifs et immédiats pour la santé et aide à lutter contre le stress. Les petits exercices qu'on a fait avec nos mains, une roche, une plume, ça nous donne un espace pour concentrer toute notre attention dans une visualisation. Et pendant 2-3 secondes, 4-5 secondes que ça a duré, je visualise le mieux que je peux, mais mon corps va ressentir. Mon corps va ressentir la roche, la plume. Et si je peux mieux guider à la personne, je vais arriver peut-être à une pratique régulière de méditation et avoir le potentiel d'améliorer le bien-être et de développer un état sain grâce, très important, à la modulation des processus biologiques. Donc, d'ici, on peut voir que ce n'est pas quelque chose de mystique ou farfelu. Oh, la méditation, c'est quelque chose que fait une personne habillée en habit blanc et se met avec les jambes croisées et ne bouge pas. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Et toute cette partie s'est incorporée dans les thérapies complémentaires qu'on voit dans le yoga oncologique et dans d'autres disciplines aussi. Parce que quand on fait la art-thérapie ou quand on écrit, c'est une sorte de méditation, on se concentre. Il y a des choses qui se passent, des belles choses. Je vais vous expliquer un peu ici comment est-ce que ça fonctionne. On a un mécanisme de relaxation dans notre corps. À gauche, on peut voir un système nerveux qu'on appelle sympathique, qui c'est notre système nerveux qui donne l'action, l'activité, et même le stress. Il y a une hormone qui s'appelle l'adrénaline, que notre corps va créer quand on est en activité, en stress. Il faut une certaine adrénaline pour pouvoir agir. Alors, imaginez-vous, dans les contextes oncologiques, il y a un diagnostic. Le stress monte. Alors, je vois ça comme des centaines qui commencent à s'ouvrir. Mon corps devient en stress et mon corps est en train de juste chercher par où placer où il y a moins de danger. Alors, pendant tous les discours, les traitements, pendant tout ça, tout ce que je dois faire, mon corps est en grand stress. Et mon système nerveux sympathique, à la longue, peut-être ne peut pas réussir à descendre. Notre système nerveux parasympathique, par contre,
C'est celui-ci qui va être en charge du repos, de la relaxation, qui va avoir une petite hormone, entre autres, qui s'appelle la sérotonine. Et si on réussit à avoir cet état d'alerte, qu'on réussit à tout calmer, à descendre les centaines, il va y avoir beaucoup plus de bienfaits au niveau de notre corps. Donc, quand on parle de la relaxation consciente, une méditation guidée, une relaxation consciente parce qu'on n'est pas endormi, si on active la relaxation consciente par différentes techniques guidées de relaxation, on va activer la sensation de sécurité dans le corps. Je suis ici dans le moment présent, je respire, je peux relaxer. Une fois qu'on commence à donner cette sensation de sécurité dans le corps, la relaxation du système nerveux déclenche, la sérotonine déclenche, mes organes, mon cœur, mes reins, mes intestins vont être plus en repos parce qu'ils ne sont plus ici en train de chercher. Que s'il y a l'adrénaline, les foies, il faut que je digère ça, il faut que je fasse ça. Alors, nos organes deviennent plus en repos. Et ça va donner comme résultat un meilleur fonctionnement du système immunitaire, clarté mentale, bien-être, diminution du stress. Le stress, ce n'est pas quelque chose qu'on va avoir une journée et on va résoudre. Surtout en parcours oncologique, ça peut être quelque chose qui devient plus chronique. Et il y a des façons d'agir pour améliorer tout ça. Donc, si je reviens à ce contexte de la science, les études valident ce que moi, comme professeur de yoga, j'enseigne, ce que mes collègues enseignent, ce qu'on partage. Et comme ça, nous pouvons mieux guider à la personne. Alors, respirer. On prend une respiration avant de regarder cette diapositive, parce que c'est un petit peu complexe. Il y a un monsieur qui s'appelle Dr. Joe Dispenza, qu'on le voit dans le petit écran à droite. Lui, c'est un chiropraticien qui a dédié énormément d'années de sa vie à la recherche, en méditation, en mouvement du corps, en yoga. Et ici, je vais vous attirer l'attention vers le côté gauche de cette diapositive et j'ai encerclé la partie qui a plus rapport au cancer. Alors, c'est une diapositive en anglais et je ne vais pas vous expliquer tous les mots parce que c'est des mots plus scientifiques qui ont beaucoup à voir avec la recherche, avec les mesures, avec les paramètres. Alors, mais j'ai lu ça, j'ai vu ça, j'ai écouté toute la vidéo. Si vous voulez la regarder, le lien est en bas. Mais rapidement, cette étude, il y avait 750 personnes dans une salle. Pendant une semaine, c'était une retraite de méditation. Alors, les gens étaient là pour méditer, assis au debout, pour marcher, pour bouger. Il y avait 6 000 paramètres d'investigation. Quand les gens sont rentrés à la salle, ils ont pris de prises de sang, des prises de matière fécale, de petits caca, et pour investiguer les microbiomes de chaque personne. 750 personnes, il y avait 6 000 choses différentes analysées. Donc, cette table ici nous montre, je vais mettre mon curseur ici, la ligne noire, ça identifie la maladie, le cancer. La ligne rose, ça identifie plus l'individu, la santé, l'état plus partie santé de l'individu. Si on voit à gauche, j'ai perdu mon curseur, c'est ici, à gauche, c'est avant la semaine de méditation quand les gens arrivaient. Une semaine après, si on voit les carrés à droite, il y a quelque chose qui s'est passé, qui s'est plus organisé. Il y a des mesures qui ont descendu, changé. On dirait, si je les vois sans trop savoir c'est quoi que ça signifie, il y a une organisation. Donc, les résultats nous sont dit que notre cerveau, à cause de la méditation, marcher assis, debout, couché, il y a eu
un comportement biologique qui a apporté un changement. Et cette étude nous dit qu'il y a une prédictibilité. Un gros mot, prédictibilité. Soit si cette tendance continue, est-ce qu'on peut réduire? C'est des gros mots à dire et j'ose vous montrer ça parce que c'est la science, c'est là et c'est prouvé. Si on change et que les paramètres nous montrent qu'avec un changement, on peut jouer dans tout ce qui c'est cette prédictibilité, mais il y a quelque chose qui vraiment c'est positif. Je trouve qu'il y a énormément de choses à aller clarifier, investiguer. Alors, je vais vous parler juste de quelques mots que mes étudiants et étudiantes me disent dans les bienfaits que le yoga peut faire pour eux. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mon corps énergétique ne me fait pas mal. Je vais me découvrir cet espace. Une autre fille qui me dit, j'attribue l'amélioration de mon attention au yoga et à nos exercices de méditation. Je me permets d'être vulnérable dans cet espace d'exploration et évolution dans un cours de yoga. Et il y a une autre collègue qui me dit, il y a un étudiant qui m'a dit, pendant que je bouge, je me sens supportée, comme si j'étais dans une piscine de petits morceaux de coton. Je me sens appuyée, je me sens supportée. Donc, le yoga oncologique encourage l'individu à maintenir ou à améliorer sa qualité de vie pendant toutes les étapes du parcours oncologique. Aide à diminuer le stress, l'intensité des symptômes, la fatigue, l'anxiété, la constipation à travers les mouvements, à travers la respiration. Le yoga oncologique accueille l'expression de toute une histoire et l'impact émotionnel. Encourage la communauté, le partage, l'écoute compassionnelle et la collaboration entre thérapeutes. Le yoga oncologique est une pratique adaptée au traumatisme. On utilise un vocabulaire qui ne va pas augmenter le stress ou créer des déclencheurs dans la personne. C'est très important. Je ne vais pas parler faire un scan du corps pour se relaxer. Si j'ai les mots scan dans ma tête à chaque jour pendant le parcours oncologique, je vais parler de visualiser les corps, je vais parler de différentes images. Le yoga oncologique accompagne l'individu à son rythme, en individuel ou en petit groupe. Et enseigne l'équanimité, c'est la neutralité d'esprit, le lâcher-prise et la compassion. Donc, dans tout ça, j'ai créé dans cette présentation des exemples des projets en santé intégrative. Là, on parle plus de santé intégrative et de thérapie complémentaire qui sont autour ici, près de chez nous et au niveau mondial. Exemple, à l'hôpital général juif de Montréal, au centre d'oncologie pulmonaire, on peut intégrer parallèlement à la chimiothérapie l'acupuncture, le massage, la méditation et des pratiques de tai chi et de qigong, c'est des pratiques de mouvement, ainsi que le counseling nutritionnel. Alors, ce sont des services qui sont là. En réflexologie, au département d'oncologie de l'hôpital Royal Victoria à Montréal, ma collègue Carole Fagui, qui est présidente de la section Québec de l'Association canadienne de réflexologie, elle a fait un projet de donner des séances de réflexologie des mains et des pieds pour les patients pendant qu'ils étaient en traitement de chimiothérapie et aussi pour les personnels pour soulager la douleur et l'anxiété. À partir de ces mots, il me dit, je sais avec certitude que c'est oui, la réflexologie peut être très bénéfique pour la plupart des patients atteints de cancer. On a la musicothérapie avec différentes clientèles à l'Hôtel des Dieux à Sherbrooke. Aux États-Unis, il y a des centres
comme celui-ci, ça s'appelle le Regional Cancer Center, qui va offrir différentes thérapies complémentaires en activité physique, en yoga, en soutien spirituel, en massothérapie. On a aussi une autre collègue à moi en Espagne qui a un centre qui s'appelle Onconature. Et les gens vont là pendant un petit séjour de 3 jours ou d'une semaine. Ils vont voir toute la physiothérapie oncologique, la nutrition oncologique, les thérapies corps-esprit, thérapies complémentaires dans un contexte de retraite. On est là pour ça. L'organisation avec laquelle je travaille, Yoga for Cancer, c'est en ce moment, il y a plus de 2000 professeurs de yoga qui sont accrédités pour enseigner. Et ça, c'est vraiment une bonne formation. Et dans la formation, il y a des médecins oncologues, il y a des infirmières, il y a des professeurs de yoga qui sont curieux à savoir plus sur comment approcher l'individu en oncologie et c'est quoi les bienfaits de yoga oncologique. J'ai quelques projets. Pour finir, je vous parle de ça et collaboration. J'ai un programme en yoga oncologique que j'ai créé avec les CIUS de l'Estrie, avec l'hôpital Brown-Missisquoi Perkins. Et j'ai enseigné ici à mon studio de yoga à Knowlton. J'ai un programme avec la Fondation Cancer du Sein du Québec. Je fais des retraites de 3 jours en yoga oncologique au Spa Eastman en Estrie, dans une formule qui se ressemble à Onco à Nature. Je fais un en 2019, en 2023, je vais en avoir un autre en 2024. C'est un espace d'écoute, de partage, des mouvements, de yoga, de belle nutrition. Alors, on a toute cette formule pour accueillir la personne. Il y a l'Association des professionnels de la santé intégrative ici, chez nous, au Québec. C'est un groupe qui a, en ce moment, c'est plus de 100 professionnels de la santé qui vont se regrouper, parler, échanger, collaborer. Alors, l'Association des professionnels de la santé intégrative a eu un premier colloque au Spa Eastman l'année passée, une autre cette année. Au mois de janvier prochain, il va y avoir plus de 200 professionnels, en plus de public, qui vont être invités à collaborer, à partager, à échanger, à former des réseaux pour mieux servir. Pour mieux servir. Je pense que ça, c'est extraordinaire. On n'est plus dans les moments dans lesquels il faut juste garder tout pour nous. Moi, j'enseigne ça. Toi, tu fais ça. Moi, je fais ça. Il faut collaborer. Donc, comment arriver à l'oncologie intégrative, à la santé intégrative, par la collaboration, la communication, comme on l'a fait cette semaine avec toutes les belles conférences qu'on a faites, avec l'écoute de l'individu et ses besoins, le partage et l'éducation. Je pense que c'est primordial de changer les vieux discours pour une approche qui est plus globale, ouverte, libre, pour un bienfait de l'individu, que c'est vous, que c'est nous. C'est avec ceci que j'ai fini et on va rentrer dans les périodes des questions. Si vous avez des questions que je ne peux pas répondre, mes coordonnées sont là. Ils vont être partagés aussi à la fin de la présentation. Et je vous donne la parole à Vanna. Merci beaucoup, Madame Hernandez, pour cette présentation qui était très, très intéressante. Alors maintenant, c'est l'heure de notre période de questions. Alors, tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencière ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Soyez assuré que si nous ne répondons pas à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera personnellement dans les jours suivant la présentation. Alors, on commence avec notre première question.
On m'a déjà dit que l'acupuncture et que le cancer ne faisaient pas bon ménage. Quelle est votre opinion? Et l'acupuncture, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, la question? Oui, l'acupuncture et que le cancer ne faisait pas bon ménage. Parfait. Alors, ça, je vais vous répondre des côtés généraux parce que je ne suis pas acupunctrice. Alors, je peux vraiment référer cette question à des collègues qui sont acupuncteurs, qui sont partie des associations d'acupuncteurs de Québec. Et je sais que c'est pas pour tout le monde, comme Carole a mentionné, mais ça vaut la peine de poser la question à l'acupuncteur et selon votre propre cheminement. Alors, c'est une façon peut-être juste de clarifier que ce n'est pas peut-être pour tout le monde, mais je ne peux pas vraiment vous répondre à 100% si c'est pour vous ou pas. Qu'il y a des bienfaits, oui, mais cas par cas, c'est mieux d'aller avec chaque personne comme individu. Merci. Deuxième question. Il y a tellement d'offres de médecine complémentaires. Comment s'assurer qu'un thérapeute est accrédité et que ce n'est pas un charlatan ou un imposteur? Très bonne question. Très bonne question. Écoutez, pour commencer à créer cette présentation, je me suis dit, bon, on va sur Internet, on va aller chercher, c'est qui est là, qui travaille dans la médecine intégrative. Et je peux vous dire que j'ai trouvé tout et de tout et partout. Alors, c'est là que c'est grand. Il ne faut pas se fier à tout ce qui est affiché. Pour moi, une façon de voir, c'est vraiment d'aller vers qui a l'information plus fiable, plus factible, crédible. La société, les fondations, les associations. Alors, c'est pour ça qu'il est important aussi moi, je me sais appartenir à différents groupes parce que on va les diluer, on va chercher, on va ramener tout ça, avoir des références qui sont crédibles et fiables. Je peux vous parler ici de l'Estrie où je travaille. J'ai mon ostéopathe, j'ai un réflexologue, Carole, j'ai une acupunctrice, Mona, qui est à côté de moi, j'ai des kinésiologues, des physiothérapeutes et j'ai des massothérapeutes en oncologie. Alors ça m'a pris beaucoup de temps et premièrement, c'est moi qui vais aller faire l'expérience. Même si je ne suis pas en parcours oncologique, en toute vérité, mais je vais aller vérifier, rencontrer la personne. Ça prend énormément de temps. Mais c'est un autre intérêt comme thérapeute de se créer ce réseau et vraiment donner quelque chose qui est crédible. Alors, je vous dirais, contactez la société en première. Vous pouvez me contacter, je peux vous mettre en contact avec différentes euh, euh, références crédibles. Et la dernière question pour aujourd'hui. Est-ce que les médecines alternatives peuvent aider dans la gestion de la douleur? Oui, oui, et ça, c'est un grand oui. Alors, j'étais dans la conférence de la douleur dans cette semaine aussi, et c'est tellement important de considérer et premièrement voir c'est quoi la douleur, si c'est chronique, si c'est une douleur ponctuelle. Et à part de tout ce qui est la pharmacologie, il y a des façons de diminuer, d'aider l'individu à mieux gérer la douleur. Si je vous parle un peu de ce que je vous parlais, le stress est ici. Imaginez encore qu'il est en stress, les antennes sont complètement alertes. On devient tellement sensible que la moindre toucher, ça peut m'apporter une grande douleur. Alors, si on peut aider à réduire le stress et commencer à voir par peut-être la pharmacologie, peut-être d'autres techniques, méditation, respiration, relaxation, peu importe toutes les thérapies qui peuvent être là,
Mais premièrement, réduire le stress de la personne, c'est très important. Et oui, je peux vous témoigner que, je ne peux pas dire les noms, mais il y a un étudiant qui a un cancer au niveau du cou, beaucoup de douleurs, beaucoup de chirurgie, même un support au niveau du cou. Alors, on travaille dans des techniques tellement douces et la personne qui rentre dans la salle, ce n'est pas la même personne qui sort de la salle. Si je peux apporter 2, 3 minutes sans douleur ou enseigner de quelle façon mieux gérer sa douleur, que pour moi, c'est énorme. Et cette personne, je sais qu'il continue à pratiquer à la maison ces différentes techniques et ça fonctionne. Encore une fois, je n'ose pas dire ça fonctionne pour tout le monde et pour toutes, mais oui, il y a des bonnes possibilités. Et merci, Madame Hernandez, pour vos réponses. Merci. Si on peut changer de diapo, s'il vous plaît. Alors, en décembre, 2 autres web-diffusions seront disponibles pour vous. Zoom sur l'expérience du traitement carté le 4 décembre à 18h30 et les nouvelles lignes directrices dans le traitement de la LLC le 5 décembre à 16h. Pour vous inscrire à l'un ou l'autre de ces événements, vous pouvez visiter notre site web www.cancerdusang.ca. Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, AstraZeneca, BeiGene, Bristol Myers Squibb, GSK, Janssen, Jazz Pharmaceutical et Kite a Gilead Company. Et voilà, l'édition 2024 de la conférence Mieux vivre avec un cancer du sang s'achève. Merci à vous tous d'avoir participé en si grand nombre. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources et ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Merci de prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les événements futurs. Merci et prenez bien soin de vous. Merci.